Et bienvenue tout le monde sur la chaîne donc Force 12P1 dans tes dents. Donc moi c'est Sid et je suis avec Cendrillon. Alors aujourd'hui donc on va vous parler du deck building dans Warhammer Underworld Shadespire. Alors déjà premièrement, est-ce qu'on peut dire que Shadespire c'est un jeu de cartes? Et moi ce que je dis c'est à mi-chemin. À mi-chemin. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire que beaucoup de cartes qu'on va jouer sont sans coût particulier et vont dépendre aussi des figurines. Et des cartes qu'on va pouvoir jouer vont vraiment être rentables avec les dés. Ouais. Les dés des figurines. Donc, il y a aussi la configuration. Voilà, il y a la configuration du terrain, des objectifs et tout. Donc, c'est pas comme un jeu, par exemple Magic, où on sait que l'autre a tant de mana disponible. Il faut pas qu'on oublie aussi que chaque carte est unique, donc on peut pas. En plus de ça. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est vraiment un mi-chemin. Les cartes sont indispensables dans le jeu, puisque on va avoir des batailles de cartes. Ça permet de gagner, hein. Type, mais même tu sais, des actions-réponses type jeu de cartes. Mais il y a toujours un moment où certaines cartes vont aussi dépendre de ton lancer de dés, de ton placement de figurines et de ce que l'autre a fait. Alors donc l'avantage qu'a Shadespire, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de remplacer le coût des cartes, hein, parce que chaque carte est gratuite à jouer, il n'y a pas de coût sur une carte, et par autre chose en fait. C'est des conditions de jeu, ouais, tel bonhomme doit par exemple marcher 9 cases. Exactement, voilà, c'est ça. Etc. Alors on va commencer peut-être par parler des objectifs, hein. Donc vous devez jouer 12 objectifs au minimum. Minimum quoi. Alors est-ce qu'on peut augmenter? Alors est-ce qu'on doit augmenter le nombre d'objectifs? Je conseille pas. Ouais. C'est pas, voilà, je pense qu'il est important de rester sur le nombre minimum d'objectifs. Hein, plus le deck est gros, moins on a de chance. On dilue, voilà. Et, moins on a de chance de choper le bon objectif. Ce qui nous intéresse. Au bon moment. Et surtout, c'est ça. C'est-à-dire que quand on va construire son deck, ce qui est important, c'est de bien se souvenir de tous les objectifs qu'on a et de toutes les cartes. C'est un peu connaître son deck par cœur. Donc, plus on le dilue. Ça, il y en a que 12. Ouais, mais non, mais Magic, en fin de compte, il n'y en a pas. Tu n'en as pas parce que tu lis 3, 4, je sais plus. Netrunner, c'était pareil. L'important, c'est de bien se souvenir de toutes ces cartes. C'est-à-dire que si on fait une action de pioche, donc on perd une activation, c'est exactement savoir quelles sont les probabilités sur quoi on va tomber, quelle carte on peut aller chercher précisément. Alors, en plus, parfois c'est une tragédie de piocher. C'est horrible. Des fois, parce que ça t'enlève une objectif. Oui, complètement. Donc il faut bien réfléchir avant de piocher un objectif. Voilà, c'est pour ça que connaître le minimum, connaître bien son deck et savoir exactement comment on l'a structuré. Quoi. Petit conseil déjà, ne montez jamais votre nombre d'objectifs. Restez à 12, hein, c'est hyper important. Alors, on a remarqué, je pense que tout le monde a remarqué, il existe 3 types d'objectifs, hein, 3 façons de scorer des objectifs. Donc il y a les premiers qu'on a appelés les early game. Donc c'est des objectifs qui rapportent peu, qui rapportent 1 et qui sont facilement scorables dès le premier tour. Et c'est ceux qui ont le mot-clé marqué ceci immédiatement. Alors pourquoi ceux-là sont hyper importants? Alors, ils sont hyper importants parce que déjà, on va peut-être pouvoir en scorer un à la première activation. Donc déjà, la première activation, on va récupérer des pièces. Ouais. T'as un exemple là par exemple... la foudre... la foudre frappe chez les Stormcast. Je ne sais pas si vous la voyez, mais... Moi, je la mettrai, voilà. Je la mettrai dans la vidéo, ça sera plus simple. Alors, donc par exemple, c'est marqué ceci immédiatement. Si un combattant ennemi est mis hors de combat par une action de charge effectuée par un de vos combattants. Donc déjà, ça rapporte potentiellement 2 pièces. C'est énorme. Parce que première activation de Stormcast, je charge, potentiellement je tue, je rapporte une pièce et voilà, 2. Et donc déjà, c'est 2 guerriers qui s'améliorent chez les Stormcast. C'est déjà plus de la moitié. Ouais. Tu peux déjà t'équiper d'une arme. Donc ça, c'est très important. Et surtout que une fois qu'on en a joué un, on en repioche un. Bah oui, c'est ça. Et voilà, et donc on commence déjà à avancer dans son deck. J'espère vous devez toujours avoir 3 cartes objectifs en main. Voilà. Donc si première activation, vous tuez, déjà ça vous reporte des sous-sous, et en plus vous repiochez, c'est énorme. Voilà, c'est un draw à vous faire. Quoi. Combien on en met de ces early objectifs? Ça va dépendre du deck. Moi je table quand même sur
4-5 quand même, je pense. Moi, c'est 3-4. Il faut quand même que la machine se lance. Mais moi, je dirais 3-4 parce que, encore une fois, ça va dépendre du deck. Il y a des decks qui vont pouvoir en intégrer plus. Grosso modo, n'en mettez pas 10. Ouais, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, voilà. Vous avez une ordre d'idée, quoi. Il y en a qui vont pouvoir s'intégrer plus facilement dans certains decks. Les Stormcast, ils ont par exemple la foudre frappe. C'est-à-dire que si on prend une attaque anticipée, donc ce qui est celle qui, quand on va tuer un adversaire chez l'ennemi, en territoire ennemi, c'est un early game. Mais par contre, il y a l'autre qui dit attaque défensive, j'ai plus le nom en tête, qui est l'inverse, c'est-à-dire tuer un combattant qui est dans son territoire. Ça va être compliqué de marquer les deux, c'est-à-dire que peut-être en choisir un ou deux. Ouais, c'est ça. Peut-être pas jouer les deux. Bon, après ça dépend de la bande, hein, sachant que si vous avez une bande qui est très branchée kill, en théorie vous allez déjà marquer des pièces assez tôt. En théorie. En théorie, non, mais après les dés, est-ce que l'autre joue? Parce qu'on peut faire des belles choses aussi en face. Alors, donc après, il y a les deuxièmes types d'objectifs, donc c'est les mid-game, hein, c'est ceux qu'on score en fin de phase. Voilà. Donc, ceux-là en général, ils rapportent 1, 2. Alors, il y a les 1 point qui sont généralement, comme on en discutait, c'est-à-dire qui vont nécessiter une seule activation en général. Hein. Voilà. Et ceux à 2 points qui vont nécessiter deux activations, plus ou moins. Mais du coup, ceux-là, on va les jouer tout au long de la partie. C'est pour ça que c'est important d'en avoir quand même un. Pareil, on reste sur le même nombre de cartes. Pas. C'est-à-dire. Dans votre deck, sur 12 cartes, on ne va pas en jouer 8. Puisqu'il faut quand même qu'on trouve le moyen de. Non, on va pas. On peut se permettre d'en jouer 8. Hein. C'est pour moi, je trouve, si tu joues moins d'attaques, par exemple des scores immédiatement, tu vas pouvoir en jouer plus. Sachant qu'il y a ceux qui sont vraiment faciles à faire, et ceux qui sont un peu plus durs qui vont rapporter plus de points. Donc, par exemple, tenir l'objectif. Ouais, voilà, tenir les objectifs. En gros, ça vous coûte une activation de bonhomme. Vous mettez pas toujours. Un subterfuge. Oui, un subterfuge, mais c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Ça va vous coûter peu d'actions. Exactement. C'est ça. Donc ça rapporte des points, c'est important. Et puis après, il y a ceux qui sont un peu plus, qui vont avoir plus de conditions. Je vais en chercher un, par exemple, le Seul dans les ténèbres, qui va être marqué ceci à une phase de fin s'il n'y a pas de combattant adjacent sur le champ de bataille. Bon, mais ça aussi, c'est un milieu de jeu, mais c'est jouable parce que si ça poutre un petit peu des deux côtés, il y a un moment, les combattants ils risquent de se retrouver côte à côte, et surtout on n'a pas toujours envie de commencer une partie avec deux ennemis côte à côte, et sinon on le joue, on sait qu'on va pas laisser nos combattants. Deux joueurs jouent objectif. Ouais, voilà. C'est 2 points gratos, hein. Ouais, quasiment. Voilà, c'est ça. Et enfin, donc les derniers gros, hein, les forces 12 PA1 de l'objectif, hein, c'est les gros objectifs endgame, donc c'est ceux qui vont vous rapporter masse boulas. C'est en général ceux qu'on score à la fin de la 3e phase de fin. Et c'est ceux-là qui vont changer la partie. Ouais. Grosso modo, si vous arrivez à les faire, c'est bingo. C'est ça. Il faut 3. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que parfois on va peut-être même sacrifier une game parce qu'on a tiré notre objectif endgame et on va tout faire pour le faire, et au final on va se retrouver à avoir tellement de retard. Au final, est-ce qu'il faut mieux pas? Ça m'arrive en tournoi. Alors du coup, voilà. Quelle est la recette? La recette, alors c'est si vous avez trop de endgame en main, ça c'est un peu compliqué. N'en jouez pas 4 quoi. Ah non, pas 4. 2, 3 vraiment. 3 max, mais ça c'est la décision. De toute façon, un mulligan dans ce jeu, c'est toujours. C'est vraiment réfléchir. Prenez le temps. Voilà. Sachant que moi, si vous avez 3 endgame, au final, vous pouvez toujours perdre une action, piocher, en défausser un. Si on sait que les deux sont potentiellement vraiment jouables, ça reste un choix, donc ça c'est en fonction de chacun. Mais effectivement, dans ce cas-là, autant sacrifier. J'ai dit début de game, début du jeu, je pioche mes 3 cartes, donc j'ai une chance sur 4. Hein, et sur mes 3, j'ai mes 3 in-game, on peut dire c'est 12. Donc dans les tournois qui se jouent en BO1. En BO1, mulligan, direct. Oui, donc tes 3 endgames, tu les mets dans la poubelle. C'est pas grave, puisque si tu connais ton deck, tu vas jouer en fonction de tes objectifs. Tu commences avec une épine dans le pied. Tu commences avec beaucoup de points, un gros retard. Ouais. Mais
c'est jouable. Après, faut s'adapter. Alors, donc, on en arrive dans le vif du sujet. Quels conseils on peut vous donner? Donc, déjà, on vient de vous le dire. Donc, c'est un peu de trouver une espèce de courbe de mana. Donc là, il n'y a pas de mana, mais essayer de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, c'est de jouer un peu chaque type d'objectif. Ouais, c'est ça. De voir à peu près qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et puis, ensuite, on peut dire de trouver le point fort de votre bande, de l'accentuer. Et de votre jeu. Parce oui, que, si vous êtes quelqu'un d'offensif, plutôt objectif. On peut jouer offensif avec des nains ou des squelettes. Justement, parlons des nains. Donc les nains, pour qu'ils s'exactent, il faut qu'ils captent, faut qu'ils tiennent un objectif. Donc on a envie de se dire, si je joue nain, je vais plutôt jouer les captures, défense objectif. C'est ça. Voilà, ça vous donne des pistes de building. Donc sur les 12, donc on a dit il y en a 2-3 endgame, 4-5 early, 4-5 à peu près le chiffre, mid-game, ça vous fait des tranches, c'est des tranches qui sont importantes. Et moi, un autre conseil que je donne, que je prends moi dans mon deck building, c'est compter le nombre de pièces avec tous les artefacts, les clés, les améliorations, les améliorations qui peuvent aussi rapporter des points. Ah oui. Et moi, j'estime qu'il faut au minimum qu'on soit au-delà de 20. Ah ouais. Au-delà. Il faut que 12 et plus les amélios, au-delà de 20. Ah ouais, moi c'est-à-dire que moi je trouve que 24 ça peut être bien quoi. Ouais, 24 ça peut être bien. D'accord. Tout compris, on compte tout, pas tout ce parce que justement on sait qu'on va pas en scorer, on va pas tous les scorer, c'est impossible. Mais que si on a déjà sur les objectifs, je vais prendre un exemple bête, vous jouez contre une bande de Stormcast. La Stormcast, déjà en les tuant, ça vous rapporte 3 points. Que 3 points si tu arrives à tous les détruire. Si tu joues pas Annihilation déjà, si lui il a scoré comme un cochon avec tous ses objets et tout, toi en les tuant, tu auras 3 points. Si toi tu joues de la garde sépulturale et qui t'en a. Sépulcral. Sépultural, c'est plus classe. Qu'est-ce qui nous passe les couilles? Non mais, je veux dire, le mec. Potentiellement, il va peut-être, en plus ceux que vous allez faire revenir, il va peut-être marquer 5, 6 c'est vrai points que déjà. C'est ça. Donc il faut avoir une capacité. Il faut avoir une grosse capacité à scorer, quoi. C'est pour ça, moi je compte ça. Avant, je jouais des decks avec pas assez de points en tout dans le deck. Et il y a quelques parties où, même en scorant les gros, j'arrivais à un nombre trop faible. Et est-ce que, pour terminer sur les objectifs, est-ce que tu as des objectifs coup de cœur, ceux que tu considères que tu mets quasiment tout le temps dans tes decks? Alors, en fonction donc des bandes que je vais jouer, si je la joue plutôt Objo ou pas, j'avais parlé du Seul dans les ténèbres, donc ça pour moi ça fait partie. L'escalade, alors l'escalade pourquoi? C'est parce que c'est des bandes, c'est un objectif qui va se scorer mais pas en fonction de sa bande uniquement. Et ça c'est super important, c'est-à-dire que si l'autre s'en sort, on peut récupérer des points grâce à ça. C'est-à-dire que si l'autre, c'est pour éviter l'effet boule de neige, c'est-à-dire que quand on parle que de sa bande, le risque c'est que tant que nous ça sort pas, si on arrive à marquer des points grâce à l'autre, c'est offert quoi. C'est bénéf. Donc c'est plutôt ça. Après coup de cœur, ça va vraiment dépendre du deck quoi. Si j'ai un deck agressif, je sais que je vais aller essentiellement chez l'autre, et je vais me permettre, je vais jouer refus et conquête par exemple. Tu vois, c'est 2 que je joue à la 3e phase de fin. Donc refus, conquête. Potentiellement 5 points. Allez, moi j'ai joué le cochon, j'ai mis confiné avec. On passe à 8 points. Il y a une game comme ça. Si le joueur il n'a pas réussi à venir chez moi, je suis passé à 8 points. Quoi. Faut pas oublier que les gardes sépulcrales n'ont que 2 mouvements. Et voilà, par exemple. Mais même les Stormcast. Ça m'est arrivé de perdre une game avec mes orques, parce que les orques ils ont un mouvement très petit et il me manquait une case juste pour empêcher le gars de scorer. Voilà, c'est ça. Le refus, ça rend fou. Et ça, potentiellement, le mec qui peut mettre 8 points. En fin de partie, faut imaginer ce que ça représente. Il gagne. 8 points, c'est plus qu'une annihilation, si je dis pas de bêtises. Je l'ai plus parce que je la joue pas cette carte, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour des objectifs. Puis on va passer tranquillement au deck. Deck Subterfuge.